Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, comment ça va et surtout comment va la santé? Vous écoutez Santé Mag Afrique, vous allez les suivre avec moi accompagné du docteur infectiologue Ilyas Sahamouk et de notre docteur ou notre médecin généraliste Nana Kwamena Dever. Alors aujourd'hui nous allons parler de la tuberculose qui est l'une des infections de santé publique au cœur des préoccupations, notamment en Afrique. La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte le plus souvent les poumons, elle est causée par un type de bactérie qui se propage dans l'air lorsque les personnes infectées toussent, éternuent ou crachent. La bonne nouvelle, la tuberculose est une maladie évitable et dont on peut guérir. Bonjour docteur Ilyas Sahamouk, vous êtes infectiologue. Parlez-nous de la tuberculose, cette maladie millénaire qui demeure une cause majeure de mortalité dans de nombreuses régions du monde. Nous, dans notre émission, nous allons se baser justement sur l'Afrique. Alors la tuberculose en Afrique, où est-on par rapport à cette maladie? Mais avant, parlez-nous davantage de cette maladie, docteur. Alors, la tuberculose, c'est l'une des maladies les plus connues dans le monde. C'est l'une des maladies les plus anciennes. On parle de 15 000 à 20 000 ans, c'est-à-dire sur le plan clinique, que les gens connaissent la tuberculose. Même l'Antiquité gréco-romaine, on a décrit une maladie amaigrissante qui fait tousser, qui fait de la fièvre, qui donne des crachats rougeâtres, donc du sang. Mmh. Donc, c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, qui est débattue, qui est diagnostiquée assez récemment, bien sûr, grâce à la médecine moderne, notamment à Monsieur Laennec. Alors, Monsieur Laennec, c'est celui qui a inventé le stéthoscope en 1817. Donc, c'est grâce à lui qu'on a pu ausculter les poumons, bien écouter les poumons. Et puis après, bien sûr, grâce aux recherches de Louis Pasteur et de Robert Koch, qui ont mis en évidence la bactérie responsable, le bacille qu'on appelle le bacille de tuberculeux, ou le bacille de Koch, ou BK. Ça vient de Robert Koch. Donc, c'est une maladie bactérienne qui peut être assez grave, qui est due à une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis, ou le bacille de Koch, qui se transmet par voie aérienne, avec des signes cliniques variables, parce qu'il y a la tuberculose pulmonaire et la tuberculose extrapulmonaire. C'est la deuxième cause de mortalité par maladie infectieuse dans le monde. Et en Afrique, l'Afrique recense environ 23% des cas de tuberculose dans le monde, mais est responsable de 33% des décès dans le monde. Il faut dire qu'en Afrique, la maladie est sous-diagnostiquée, parce que pour diagnostiquer la tuberculose, il faut un laboratoire assez performant, mais il y a eu quand même des avancées remarquables en matière de diagnostic et de traitement de la tuberculose en Afrique ces dernières années. Alors docteur, qu'en est-il maintenant, surtout notamment, qu'est-ce qui favorise la présence de cette infection, de cette maladie? Qu'en est-il des causes de la tuberculose? Alors la tuberculose, j'ai dit que c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie bactérienne, mais qui comprend deux étapes. Il y a la tuberculose infectieuse qui est latente, qui peut rester silencieuse pendant des années. Et l'Organisation mondiale de santé parle de 1/4 de la population mondiale, donc 2 milliards de personnes qui portent la bactérie de la tuberculose dans leurs poumons. Donc c'est une forme latente, c'est une forme silencieuse qu'on appelle la tuberculose infection. Et puis il y a la tuberculose maladie. C'est quand il y a des symptômes qui s'installent. Bien sûr, ça ne survient pas chez tout le monde. Donc, il y a des facteurs de risque. Le premier facteur de risque est plutôt social, parce que la tuberculose est une maladie de la pauvreté. Et l'amélioration des chiffres de la tuberculose ont été avant l'invention des antibiotiques, grâce à l'amélioration des conditions socio-économiques. Donc, tout ce qui est pauvreté, promiscuité, manque d'hygiène, ça favorise la propagation de la maladie. Le deuxième risque, bien sûr, c'est la malnutrition, et surtout chez les personnes âgées, chez les bébés, les déficits immunitaires, notamment l'infection VIH-Sida, ou surtout en Afrique, où la tuberculose est fortement liée à l'infection VIH-Sida. C'est pour ça que chez nous,
infectiologue, dès qu'on découvre la tuberculose chez une personne, on va tester le VIH/SIDA et vice-versa. Quand on découvre le VIH/SIDA chez une personne, on va automatiquement chercher la tuberculose. Donc, ce sont les facteurs de risque les plus importants. Il faut dire que l'Afrique n'est pas la première région de tuberculose dans le monde. C'est l'Asie du Sud-Est en premier, des pays comme le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde, la Chine, l'Indonésie. Mais l'Afrique, elle survient en deuxième position et on a accompli de remarquables avancées en Afrique en matière de diagnostic et de prise en charge. Quand on dit qu'on a marqué de véritables avancées, docteur, que veut-on dire avec ces avancées-là? Est-ce qu'on parle du matériel, on parle du traitement, du diagnostic? Est-ce que on parle d'un taux qui est beaucoup moins par rapport à avant en Afrique? Alors, le taux ne veut rien dire parce que on peut avoir une augmentation du nombre de cas parce qu'on a amélioré le diagnostic et le dépistage. Un exemple très représentatif, c'est le Congo, Brazzaville, où grâce à l'amélioration des moyens de diagnostic, on a augmenté le nombre de diagnostics à 70%. Mais les décès n'ont pas augmenté. Ça veut dire que on commence à dépister tous les malades, à les traiter et à éviter les décès. Et puis, ça c'est pas qu'en Congo, Brazzaville, il y a la région africaine, centrafricaine par exemple, où on a eu une réduction notable du nombre de cas de tuberculose non diagnostiqués. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de cas non diagnostiqués. Ce chiffre a fortement baissé. Sur 700 000 personnes qui n'ont pas été diagnostiquées en 2020, il y a eu quand même une diminution de 10% par rapport à 2021, où le chiffre était beaucoup plus important. Ça montre que on diagnostique un peu plus facilement la tuberculose en Afrique. Maintenant, c'est vrai que à cause de la pandémie Covid-19, de nombreux pays ont un peu lâché sur le dépistage de la tuberculose parce qu'il y avait la Covid-19 qui était une priorité encore plus importante. Mais globalement, l'Organisation mondiale de la santé est vraiment notifie l'amélioration de la prise en charge de la tuberculose, qui est un problème de santé publique mondiale et notamment en Afrique, qu'il y a eu une amélioration de la situation en Afrique. D'accord. Alors, à présent, je me tourne vers toi, Nana Kwame Nadever. Tu es médecin généraliste. Alors, ma question, c'est... Lorsqu'une personne contracte la tuberculose, elle peut pendant très longtemps, en fait, avoir des symptômes très légers et ne pas le savoir. C'est pour ça que ça peut aussi se transmettre rapidement. Donc parle-nous, Nana, de la transmission. La transmission est strictement humaine, facilement par les paroles, les toux et éternuements. Après ça, on va observer une inhalation des bactéries. Après ça, on doit parler des pathologies. Donc, il y a une pénétration, la pénétration des bacilles de Koch dans les poumons, mais ça n'entraîne pas une réaction lésionnelle immédiate. Pour vers 15 à 20 mois, on va observer une prolifération, une multiplication des bactéries. Après ça, on va observer une dissémination. Initialement, la dissémination, c'est lymphatique. Donc, vous trouvez les bacilles de Koch dans les ganglions des poumons. Après ça, mais dans les lymphatiques, on va observer une réaction immunitaire. Mais notre macrophage ne peut pas détruire les bactéries. Donc, après ça, on va avoir une réaction cellulaire, humorale aussi. Mais ça va détruire un peu. Mais après ça, les bactéries sont silencieuses. Donc, c'est pour ça que la transmission se fait d'une façon oui, ça va rapide. Expliquer les types. Donc, le docteur a déjà parlé. On a les types latentes et les types patentes. Les types latentes, on observe un virulage. Tu peux diagnostiquer les tuberculoses, mais il n'y a pas les manifestations radiologiques ou bien cliniques. Mais dans les types patentes, on observe les manifestations. Mais intercalé entre les deux, on observe les formes. Donc, les premières formes, on a les formes tuberculose pulmonaire commune. On a trouvé ça c'est dû à la pénétration dans le développement des bacilles de Koch dans les poumons. Bacilles de Koch, oui. Et après, on a les types extra-pulmonaires. Les pulmonaires, c'est dû à le développement en dehors des poumons. Et ça, c'est une conséquence tardive ou bien précoce des primo-infections tuberculose, patente ou latente. D'accord. Et on a les tuberculoses... On veut dire quoi par tardive ou bien précoce, Nana? Donc ça...
Tardive, ça veut dire après 20 jours. D'accord. Bien. D'accord. C'est-à-dire ça se fait doucement, c'est ça? Oui, ça se fait doucement. Précoce, c'est rapidement aigu. D'accord. Donc ça dépend de votre système immunitaire. Donc dans les tuberculoses miliaires, se trouve principalement dans les sujets non vaccinés. Donc chaque forme va expliquer tous les symptômes de tuberculose. Donc par exemple le type extra-pulmonaire, vous avez les signes chroniques comme les asthmes, amaigrissement. Vous avez les signes extra-digestifs comme vous avez signes digestifs, adénopathie périphérique, ça affecte les méninges aussi, les reins. Donc, c'est trop important pour bien diagnostiquer les tuberculoses précoces. D'accord. Nous allons revenir sur le diagnostic, Nana. Donc, pour la transmission, nous avions dit que tellement les symptômes sont donc très légers, on peut pas le savoir et que ça peut se transmettre rapidement. Donc maintenant, selon docteur Ahamouk, selon l'OMS, la tuberculose est responsable de plus d'1,5 million de décès chaque année. C'est considérable. Ça en fait l'une des maladies infectieuses de première importance au niveau mondial, avec plus de que 10 millions de cas entraînant 1,4 million de morts chaque année. Docteur, vous en dites quoi? Oui, c'est malheureusement un problème de santé publique mondial et notamment en Afrique, parce que c'est une pathologie lourde qui nécessite des radiographies, un bilan, un traitement lourd qui va au minimum de 6 mois jusqu'à dépasser les 12 mois de traitement. Donc malheureusement, dans beaucoup de régions dans le monde, il y a le sous-diagnostic. Il y a des personnes qui meurent de la tuberculose sans être diagnostiquées parce que le centre de santé est loin ou bien ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Et je vous ai dit, c'est une batterie d'analyses et d'examens paracliniques. Donc malheureusement, jusqu'à maintenant, l'hémisphère sud, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique latine sont particulièrement touchés, mais aussi des pays de l'Europe de l'Est, des pays de l'ex-URSS, parce qu'il suffit de se relâcher dans la prévention pendant quelques années et ça flambe. Donc malheureusement, on continue à avoir des centaines de milliers de cas et surtout des centaines de milliers de décès chaque année, malheureusement. Alors cette maladie affecte le plus souvent les poumons, mais elle peut affecter d'autres parties du corps. On le sait moins. Elle peut affecter par exemple les reins, le cerveau, la colonne vertébrale ou encore la peau, docteur. Et c'est là où le diagnostic est encore plus difficile. D'accord. Parce que comme a dit mon confrère, la porte d'entrée, elle est respiratoire. Ça, c'est évident. La transmission, elle est aérienne. La primo-infection, elle est au niveau des poumons. Après, ça dépend du patient. Il y a des patients qui ne tombent jamais malades, qui font une primo-infection asymptomatique et puis ils guérissent. Enfin, c'est pas vraiment une guérison, mais ça reste au niveau latent pendant des mois, des années. Il y a des personnes qui font une tuberculose pulmonaire, qui est assez évidente à diagnostiquer parce que le patient perd du poids, il commence à tousser pendant des jours et des jours, il a des crachats sanglants. Là, le médecin, c'est facile de penser à la tuberculose pulmonaire, de faire une radio, de faire des analyses et commencer le traitement. Maintenant, le problème, c'est la tuberculose extra-pulmonaire, qui est actuellement la plus fréquente, et surtout que le diagnostic est vraiment difficile parce que je vais vous donner quelques exemples. Il y a la tuberculose ganglionnaire, donc on commence à avoir des adénopathies, notamment au niveau du cou. Donc c'est des ganglions qui sont augmentés de volume, qui sont inflammatoires. Et puis là, il faut faire une cytoponction, voire une biopsie ganglionnaire pour chercher la tuberculose. Donc on a le diagnostic qui est histologique, qui est anatomopathologique. Donc ça c'est la tuberculose ganglionnaire. Il y a la tuberculose urogénitale qui peut toucher soit les reins, soit la vessie, qui est le lit du cancer de la vessie. Ça peut donner une cystite banale, comme ça peut donner une véritable vessie tuberculose. Il y a la tuberculose ostéo-articulaire, notamment au niveau du rachis, donc de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle le mal de Potte. Ça peut donner des spondylodycites. Donc ce sont des inflammations, des infections des disques vertébraux. Et là, c'est encore plus difficile parce qu'il faut faire un scanner, il faut faire une ponction éco-guidée ou scano-guidée pour prélever un échantillon, l'envoyer à l'anapathe. C'est très difficile à diagnostiquer.
Il y a la méningite tuberculeuse. C'est l'atteinte méningée du bacille de Koch. C'est une affection très, très, très grave parce que ça peut aller au niveau du cerveau, donner des tuberculomes. Alors, les tuberculomes, ce sont des abcès tuberculeux au niveau du cerveau qui sont un danger soit par la nature infectieuse, mais aussi par leur volume. Vous savez que la boîte crânienne, elle limite le cerveau. Donc, dès qu'il y a une masse à l'intérieur, ça gêne le cerveau. Ça donne ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne. Bien sûr, il y a d'autres formes qui sont un peu plus rares, mais qui existent, comme la tuberculose cutanée, qui est un peu difficile à diagnostiquer. Donc, vous voyez, la tuberculose, elle peut toucher n'importe quel organe et donner des formes qui sont assez difficiles à diagnostiquer. Et que peut-on faire face à ce problème de diagnostic, docteur? Comment faire? Est-ce un problème dont peut-être on va dire l'intelligence artificielle n'a pas encore avancé, ou est-ce que c'est déjà physique, que peut-on faire par rapport à ça pour un diagnostic plus précoce peut-être? Oui. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est diagnostiquer précocement. C'est quand on a un cas dans une famille, c'est de faire le dépistage de la famille. Parce que c'est une maladie aérienne, c'est une maladie contagieuse. Donc, s'il y a un cas dans la famille, il est très fort probable que les autres membres de la famille sont touchés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que faire une enquête épidémiologique, dépister les autres membres de la famille. Bon, je dirais bien la famille, c'est surtout l'entourage, parce que ça peut être un entourage familial comme ça peut être un entourage professionnel. Donc, faire une radiographie, faire des prélèvements de crachats, les analyser, et si c'est positif, les traiter, déjà pour éviter qu'il y ait des formes compliquées comme la méningite tuberculeuse, la miliaire tuberculeuse, la tuberculose ostéo-articulaire, etc. Ça, c'est très important, mais aussi pour casser la chaîne de transmission de la maladie. On va en parler dans la prévention et bien sûr, chose très importante, généraliser la vaccination BCG à tous les enfants. D'accord. Il faut que chaque pays prenne ses responsabilités. Je vous donne un exemple. La France, c'est pas un pays de tuberculose. Le BCG est imposé à la scolarité, c'est-à-dire quand l'enfant entre à l'école. En Algérie, qui est un pays où la prévalence de la tuberculose est plus élevée, le BCG est instauré à la naissance parce que on a eu beaucoup de cas de tuberculose et cette stratégie a marché parce que l'Algérie, qui était un pays de tuberculose, actuellement maîtrise cette pathologie. D'autres pays africains doivent apprendre de ces leçons-là, et chaque pays doit imposer la vaccination BCG pour protéger ses enfants, mais l'âge de l'introduction de la vaccination dépend de l'épidémiologie de chaque pays. C'est une décision souveraine. Une décision souveraine. Alors, Nana Kwamena, il y a des conditions, des comorbidités qui peuvent augmenter le risque. Donc, dans l'arrivée jusqu'à la tuberculose, notamment, par exemple, le diabète. Donc, mais aussi la malnutrition, le fait de fumer, mais surtout d'avoir un système immunitaire affaibli. Oui, ça c'est toutes les moyens qui diminuent les défenses de l'organisme peut entraîner une réactivation des bactéries qui sont tout bien silencieuses. C'est à cause de ça, si on lit le rapport de OMS, 26% des décès est dû au VIH. D'accord. Ce sont des comorbidités. Donc, ça explique aussi des formes sévères de tuberculose, les tuberculoses miliaires. Ça se venir normalement dans les patients qui ne sont pas vaccinés par vaccin BCG. C'est juste ça, c'est l'affaiblissement de notre défense immunitaire. Donc c'est l'affaiblissement de notre système immunitaire qui fait... Oui, donc toutes les maladies ou bien tous les processus qui... À part ça, il n'y a pas d'autres maladies peut-être, ou des maladies comme ça qui nous rendent plus vulnérables à la tuberculose? C'est le VIH, c'est ça. À part le VIH, donc... VIH, des diabètes. Voilà, on a dit aussi un fumeur, parce qu'il a déjà les poumons qui sont affaiblis. Exactement. Donc, dans les fumées, il y a l'inoculation lourde. Oui, c'est facile. Donc tout ça joue un rôle pour... Oui, donc vous détruisez des tissus, donc c'est les pénétrations, oui. Alors Nana, je reste avec toi. Donc nous avions parlé des pays plutôt de l'origine de la tuberculose, mais on n'a pas parlé en Afrique les pays les plus touchés par la tuberculose et pourquoi. Donc selon toi, Nana Kwamena, quels sont les pays en Afrique ou les pays africains qui sont le plus touchés par la tuberculose? Normalement, il y a 8 pays qui représentent les... qui ont le taux le plus élevé. Oui, qui représentent
comment on dit? Une forte présence de la tuberculose. Oui, exactement. Donc, on a des Indonésie, la Chine. Non, on parle de l'Afrique. Oui, mais je viens à ça. Généralement. Oui. Le Pakistan, le Nigeria, de Bangladesh et les républiques de Congo. D'accord. Si vous suivez ça, c'est dans le monde, il y a 2 pays africains. 2 pays africains. Mais ça, c'est à cause de... Si vous regardez 7 pays, tu peux remarquer que c'est surtout les pays de sous-population. Les pays avec les niveaux bas socio-économiques. D'accord. C'est à cause de ça. Donc, ça joue avec les malnutritions. Avec les sous-populations, vous avez beaucoup de contacts. La surpopulation. Plutôt, oui. Beaucoup de contacts aussi. Donc, mais Afrique représente 33% des décès dans le monde. Ça, c'est à cause des les systèmes de santé inefficaces. C'est à cause de ça. Et le manque de vaccination aussi. D'accord. Comme il a dit le docteur, c'est la plus grande cause, c'est la pauvreté surtout. Donc, docteur Achamouk, donc, comment est-ce qu'on la traite, la tuberculose, une fois qu'elle est là? Alors le traitement, il est assez pas simple, mais assez évident. Il n'y a pas de problème de traitement parce que il y a des protocoles qui sont assez codifiés. Il y a des traitements, tellement la tuberculose est un problème de santé publique que certains antibiotiques, on les a réservés exclusivement pour la tuberculose. D'accord. Parce que si on commence à les utiliser à tort et à travers, on aura beaucoup plus de problèmes de tuberculose multirésistante. Donc, le traitement habituel, c'est de commencer par 4 antibiotiques. Alors, le traitement de première ligne, c'est l'association de 4 antibiotiques, l'isoniazide, la rifampicine, la pyrazinamide et l'azembutol, pendant 2 mois. Donc, pendant 2 mois, on donne une combinaison de 4 antibiotiques. Puis, après 2 mois, on va passer à 2 antibiotiques. Généralement, c'est la rifampicine et l'isoniazide qu'on va donner pendant 4 mois. Donc, pour la tuberculose pulmonaire, en général, c'est un traitement de 6 mois. Donc, 2 mois avec 4 antibiotiques, puis 4 mois avec 2 antibiotiques. Maintenant, quand il y a des localisations un peu plus graves, comme la méningite tuberculeuse, comme l'encéphalie tuberculeuse, la miliaire tuberculeuse, là, le traitement est beaucoup plus lent. Actuellement, il est à 12 mois, c'est-à-dire 1 année de traitement. Ça prend plus de temps. Pour vous dire que c'est une pathologie qui est très difficile à traiter, parce que il faut donner pendant un an pour traiter ces pathologies graves. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement de première ligne. Maintenant, il arrive que, surtout parce que le patient est inobservant, on va avoir des résistances de certaines souches à certains antibiotiques. Et là, on va introduire d'autres molécules qui sont plus efficaces, mais qui sont réservées aux hôpitaux universitaires. Pour vous dire le degré de sensibilité de la protection de ce genre de médicaments, parce que la tuberculose est un problème de santé publique. Ça, c'est pour le traitement. Bien sûr, il y a d'autres médicaments qu'on peut donner dans certaines situations. Par exemple, des corticoïdes quand il s'agit d'une méningite, de méningoencéphalite, un traitement chirurgical parfois quand il s'agit d'une spondylodécite, c'est-à-dire une atteinte ostéo-articulaire, qui nécessite un traitement adjuvant. Mais en général, voici la combinaison de traitements pour la tuberculose. D'accord. Et si on parle de traitement, peut-être... Je voudrais ajouter aussi, il y a des cas particuliers pour les traitements. Les traitements, c'est surtout standard dans tout le monde, mais il y a des cas particuliers. Par exemple, si vous êtes une maladie qui prend les contraceptions orales, il faut arrêter parce que il y a des compétitions avec, par exemple, les rifampicine. Donc, normalement, tout le monde qui prend les médicaments doit arrêter les contraception orale. Donc, peut-être il faut faire les DIU, dispositifs intra-utérines. Dans les femmes enceintes, les streptomycines, ou bien c'est surtout tétragénique. C'est dangereux pour les bébés. Les maladies soumises à dialyse aussi, il faut arrêter les rifampicines aussi. Parce que tous les médicaments antituberculeux sont dialysables. D'accord. Donc, il faut garder les rifampicine. Donc, c'est soit on va faire le régime de dialyse après ou avant les traitements, mais pas au même temps. D'accord. Parce que ça va réduire son efficacité. Oui, donc c'est délicat. Donc, tous les patients qui viennent, on doit connaître son histoire.
Bien sûr, son histoire avec la maladie. Exactement. Aussi, il y a des médicaments qui sont hypoglycémiantes, donc on doit bien préciser le glucose, les glycémies aussi. D'accord. Donc c'est comme ça. Aussi les VIH aussi, on doit contrôler les médicaments aussi parce que tout le temps pour le VIH, les médicaments anti-tuberculose, c'est en première ligne parce que c'est surtout il y a les risques augmentés d'avoir une infection tuberculose dans les VIH. Donc il faut bien diagnostiquer. Il faut bien diagnostiquer, oui, les comorbidités, oui, ça. Exactement. Merci Nana. Et docteur Hamouk, donc qu'en est-il de l'accès au traitement? Je pense que c'est là où il faut faire le plus gros effort, surtout en Afrique. Hein. Oui, parce que c'est un traitement chronique. C'est pas un traitement qu'on donne pendant 10 ou 15 jours. C'est un traitement qui est au minimum de 6 mois. Donc au-delà, comme l'a dit mon confrère, de la surveillance des effets secondaires du traitement. Parce que tout traitement qui dure des mois peut avoir des effets secondaires, notamment sur le foie, notamment sur les yeux. Donc il faut un contrôle biologique. Et cela dure au moins 6 mois. Donc c'est vraiment difficile. C'est pour ça que ça reste quand même un problème de santé publique en Afrique. Parce que c'est vrai qu'il y a des pays qui ont fait d'énormes progrès. J'ai donné l'exemple du Congo. Mais il y a des pays qui sont à la traîne, comme le Niger, comme le Mali, qui restent des pays de tuberculose et qu'on même sur le plan statistique, ça donne pas les vrais chiffres parce qu'on n'a pas les moyens de dépister, on n'a pas les moyens de traiter parce que un traitement, il faut rappeler que le traitement de la tuberculose ne se vend pas en pharmacie, ne se vend pas dans les officines parce que l'État doit le contrôler. Il est délivré gratuitement dans les centres de santé et dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'on est un peu à la traîne en Afrique parce qu'il y a certains pays qui n'arrivent pas à assurer un traitement plein de 6 mois, de 9 mois, d'une année. Et c'est là où l'Afrique doit faire, en plus de la vaccination, d'énormes progrès pour essayer d'éradiquer cette maladie. Donc on comprend aussi, docteur, que la maladie, la tuberculose est généralement traitée avec des antibiotiques et peut être mortel son traitement. Oui, bien sûr, parce que vous savez, n'importe quel traitement, que ce soit des antibiotiques ou autres, quand c'est un traitement qui est pris pendant des semaines, des mois, des années, il faut surveiller à la fois le patient, mais surveiller aussi les effets secondaires des médicaments. Et la rifampicine, par exemple, elle a une toxicité hépatique. D'accord. Elle a des interactions médicamenteuses avec d'autres médicaments qui sont assez importants, comme les anticoagulants, comme les contraceptifs, comme certains traitements contre le paludisme, des traitements préventifs, une chimioprophylaxie. La rifampicine, c'est un problème, il a un problème avec beaucoup de médicaments, mais c'est un médicament essentiel pour traiter la tuberculose. Et en général, on ne va pas changer la rifampicine, mais on va changer les autres médicaments. C'est pour ça que quand on est sous traitement anti-tuberculeux, il faut faire des visites régulières chez le médecin, ce qu'on appelle des centres antituberculeux. D'accord. Et ils vont nous bien sûr suivre l'évolution de la tuberculose, mais aussi surveiller les effets secondaires, notamment sur le foie, sur le rein, sur les yeux, en demandant des analyses pour surveiller les effets secondaires. Et parfois, quand les effets secondaires sont très 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 importants, on est obligé d'arrêter le traitement pendant quelques jours ou quelques semaines, le temps qu'il y ait une reprise de la fonction hépatique. Donc c'est très délicat de traiter une tuberculose. D'accord. Merci docteur pour ces éclaircissements. Mais si on parle maintenant, Nana Kwamena, de la prévention comme dernière question, j'imagine que vous allez ou que tu vas peut-être me parler de la vaccination. Mais quoi encore aussi? Comment prévenir la tuberculose? Prévenir la tuberculose, c'est la vaccination. Le but de vaccination c'est pour avoir une génération ou bien les peuples sains. Parce que si il existe avec les médications, ça, on peut créer les souches multirésistantes. Donc, si quelqu'un a une tuberculose, il faut l'éviter. Donc, il n'y a que le vaccin. Juste le vaccin. Vous en dites quoi, docteur, aussi? Vous dites la même chose? Le vaccin, juste le vaccin? Alors, le vaccin, pour éclairer nos auditeurs, le vaccin ne protège pas contre la tuberculose. D'accord. Le vaccin protège contre les formes graves de la tuberculose. D'accord. Donc, on sera tout... Donc, dans tous les cas, on peut atteindre, on peut la voir, on peut la choper, et puis c'est moins grave avec le vaccin. Parce qu'il y a un quart de la population mondiale qui porte le bacille de Koch. Donc, le vaccin, il va pas protéger contre la tuberculose pulmonaire, il va protéger contre la méningite tuberculeuse, contre la miliaire tuberculeuse,
Et c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui tue le plus souvent. Donc la vaccination, c'est très important, surtout pour les enfants. Deuxièmement, améliorer, surtout en Afrique, les moyens de dépistage, de diagnostic, de traitement, et surtout améliorer le niveau socio-économique, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est surpopulation, promiscuité, hygiène de vie, parce qu'on a remarqué que la tuberculose qui a fait des ravages pendant la Deuxième Guerre mondiale, et juste après la guerre, il y a eu une amélioration de la situation mondiale avant l'invention des antituberculeux grâce à l'amélioration des conditions socio-économiques, et ça, c'est la responsabilité des États, notamment les États africains. D'accord. Merci, docteur Ahamouk, pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Merci, Nana Kwame Dever. Tu es médecin généraliste. Merci pour ces réponses, ces éclaircissements. Je rappelle que notre numéro a été consacré à la tuberculose. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois, le même jour et la même station.